à tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire que nous vous proposons afin de vous faire découvrir ce qu'est le service civique et quelles sont les conditions, comment vous pouvez tout mettre en œuvre de façon à accueillir un jeune à la rentrée prochaine. On va présenter l'équipe qui se charge donc d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc tout d'abord, Bonjour à tous, donc je suis Armelle Baril, je suis coordinatrice du service civique à la FNOGEC, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, et je partage ce moment pendant 1h30 avec Stéphanie. Voilà, donc les autres collègues vont se présenter. oui, donc rebonjour, donc Stéphanie Dumortier, moi je travaille donc au CNEA pour national et de l'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale. Et donc à mes côtés, Michael Gac. Bonjour, donc Michael Gac, chargé de mission au pôle éducation pour le secrétariat général de l'enseignement catholique et en charge notamment de l'accompagnement du service civique avec Armelle et Stéphanie. Et puis notez qu'interviendra également notre collègue Bernard Vandenberg de l'Institut du campus La Salle à Massob qui nous fera part de son témoignage. Parce que le menu de ce webinaire, c'est tout d'abord de vous expliquer, de démystifier en quoi consiste le service civique, donc en gros le service civique pour les nuls. Ensuite, pourquoi accueillir un jeune dans un établissement catholique. On va réexpliquer donc à quel point l'établissement est au cœur et acteur de cette mission, comment vous pouvez mettre en place une mission. On fera un petit résumé avec les points concrets. Et puis donc le point culminant, enfin je pense le point qui vous intéresse le plus, c'est le témoignage justement d'un collègue qui est engagé, qui est donc adjoint d'un établissement qui accueille depuis des années des jeunes en mission de service civique. Voilà, on va essayer de faire rentrer tout ça en 1h15 maximum parce qu'on est conscient que ce créneau horaire est un peu tendu. Donc, on va faire en sorte que ça tienne en 1h15 grand maximum. Donc, c'est parti. Donc, tout d'abord, on va expliquer en quoi consiste la mission de service civique. Donc, en gros, là, on vous a schématisé comment se résume cette mission. Donc, l'objectif principal, c'est de servir la collectivité. Ça, c'est absolument fondamental. Il y a un projet, il faut que ce soit un projet d'intérêt général. Et servir la collectivité, c'est organiser la rencontre entre un jeune qui a envie de s'engager et un projet donc, qui est porté par un organisme. Le service civique vise l'engagement citoyen de la jeunesse et il dispose à ce titre d'un statut particulier qui est inscrit dans le Code du service national et qui repose sur deux principes qui sont la non-substitution, c'est-à-dire que le jeune ne va pas remplacer, ça on va y revenir à quelqu'un, et la non-subordination, c'est pas un emploi, il n'y a pas vraiment de relation hiérarchique. Et donc il s'agit d'un engagement qui est volontaire, qui est réciproque, à la fois de la part du jeune qui s'engage et de l'organisme qui va l'accueillir. Ce qui est important, donc, quand on parlait du statut particulier, c'est que il vient en complément d'actions qui sont déjà menées au sein de votre établissement et que cette mission ne doit pas être, la mission de ce jeune ne doit pas être nécessaire à l'accomplissement d'une mission à part entière. Donc, il vient vraiment en complément, enrichir quelque chose qui existe déjà. Et donc, les tâches qui seront accomplies par ce jeune que vous accueillerez ne doivent pas se substituer à celles exercées par les salariés, les agents, les stagiaires ou des bénévoles de la structure. Encore une fois, c'est complémentaire. Et il ne s'agit donc ni d'un contrat de travail, ni d'un stage, ni de bénévolat. C'est un statut voilà, qui est le statut de volontaire en mission de service civique. Et puis, comme vous le voyez, donc, il s'agit de missions de 6 à 10 mois dans l'un des 9 domaines qu'on va vous décliner tout à l'heure. Donc 6 à 10 mois, c'est parfait pour la vie d'un établissement, pour une année scolaire. Et puis, donc, sont proposées des formations à la fois aux volontaires et aux tuteurs, des formations, bien sûr, qui sont gratuites. Alors, on va passer à l'étape suivante et Armelle va vous expliquer les principes fondamentaux de la mission. Alors, pour rebondir et rentrer un petit peu dans les fondamentaux du service civique, il y a 8 principes fondamentaux vraiment sur lesquels une mission de service civique doit s'appuyer. Donc, les critères de votre projet, de votre mission doivent en fait répondre à ces 8 critères, c'est-à-dire en fait votre projet, votre mission doit être pour l'intérêt général. Alors, l'intérêt général, c'est l'intérêt pour la nation. Alors là, on ne va pas avoir le temps de tout détailler, mais il faut avoir cette notion en tête que la mission doit servir l'intérêt général, c'est-à-dire la nation.
Le deuxième point, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire que les volontaires doivent vivre une expérience de citoyenneté et d'ouverture sur le monde à travers la mission qu'ils vont réaliser. Ensuite, au troisième point, la mixité sociale, c'est-à-dire que notre jeune va vivre une expérience de mixité sociale. Ça doit lui permettre de rencontrer des personnes différentes de celles qu'il côtoie d'habitude et d'être confronté à un environnement dans lequel il n'a pas l'habitude. Il va rencontrer des profils variés et c'est ce qu'on appelle la mixité sociale. L'accessibilité signifie qu'en fait, la mission, le projet que vous allez monter et proposer à un volontaire doit être accessible à tous, indépendamment de son parcours professionnel ou de son parcours scolaire, de son niveau. Donc, c'est vraiment accessible à tous. La complémentarité, Stéphanie l'a évoqué juste avant, c'est-à-dire ce sont des missions, des tâches qui sont complémentaires à celles des salariés, complémentaires, j'insiste bien, à celles des salariés, des bénévoles et des stagiaires. Et ce sont des actions souvent innovantes, différentes de celles que vous avez l'habitude de mettre en œuvre dans votre établissement. Le sixième point est l'initiative. Le jeune, effectivement, pourra jouir d'une certaine initiative. Il faut lui laisser cette opportunité pour proposer, faire des choses. La mission de service civique n'est pas une fiche de poste avec des besoins particuliers et donc ça laisse la possibilité à notre jeune eh bien, d'être inventif et d'apporter des éléments nouveaux, des idées nouvelles. Laissez-le faire. Le septième point, c'est l'accompagnement bienveillant. Donc ça, évidemment, je ne vais pas délayer parce que vous savez ce que c'est tous qu'un accompagnement bienveillant d'un jeune. Le huitième point, respect du statut. Alors, le statut est particulier. Stéphanie l'a évoqué, c'est le code du service national qui régit le service civique. Et donc, notre jeune est volontaire en service civique. Il y a donc un statut particulier. Il y a donc une définition réglementaire et un cadre réglementaire de sa mission et de ses conditions d'exercice. Ensuite, bah, Stéphanie, je te laisse. Oui, on va voir maintenant donc quel intérêt, enfin pourquoi accueillir un jeune. Donc déjà, on voulait vous rappeler que vous êtes tous concernés, tous les établissements d'enseignement catholique, enfin d'enseignement plus généralement, à partir du premier degré, en passant par le second degré, le supérieur, l'agricole, le général, technique, tout le monde est concerné, tout le monde peut accueillir un jeune dans le cadre de cette mission. Et l'intérêt en tant que jeune ou en tant qu'organisme de s'engager avec le service civique, c'est de partager ces notions de volontarisme, l'idée qu'on peut tous ensemble agir pour améliorer le monde, pour le rendre plus juste, plus solidaire, etc. Et puis même l'idée du volontariat, voilà, c'est une valeur qu'on a en partage. Et donc cette ambition de l'intérêt général, c'est quelque chose qui est au cœur en fait. Je disais aussi, donner une chance à un jeune en l'accueillant dans le cadre d'une mission de service civique, c'est aussi de l'encourager, tester sa capacité d'action, c'est le lancer, lui donner une première mission professionnelle pour certains, en tout cas lui mettre le pied à l'étrier et lui permettre de se rendre utile au service des autres. Mais c'est aussi déjà lui donner la possibilité de prendre des responsabilités, trouver sa place au sein de votre établissement scolaire, d'une équipe, etc. C'est aussi l'occasion, ça c'est très important, de côtoyer des personnes qu'il n'aurait pas rencontrées sans cette opportunité, découvrir des thématiques bien sûr qui vont lui être probablement étrangères, hein, de vivre une expérience inédite. En gros, c'est un vecteur d'apprentissage qui est absolument fondamental pour transformer sa volonté d'engagement en projet de vie et ça va l'aider pour la suite de son parcours. Alors, évidemment, le service civique, c'est un engagement réciproque, hein, on le disait, à la fois le jeune et votre structure, sans relation hiérarchique, au bénéfice de l'intérêt général. Et donc ça, c'est le premier point que vous voyez, c'est notre volonté à tous de faire preuve de citoyenneté, aussi bien nous en l'accueillant que lui en s'engageant. Et puis, de la part du jeune, c'est aussi la volonté de s'engager, mais nous aussi, hein, vis-à-vis des générations futures, de mettre la jeunesse au cœur de nos actions. Et puis, de s'inspirer, Armelle le disait, hein, ça peut être formidable d'avoir un jeune qui vous apporte un peu de fraîcheur et un autre regard sur certains projets que l'on mène. Le deuxième point, Armelle. Alors, le deuxième point, en fait, pour répondre aux fondamentaux de l'enseignement catholique, en fait, accueillir un volontaire, c'est accomplir la mission d'éducation
associé au service public de l'État. C'est donc ce que vous faites tous les jours dans un domaine très particulier, hein, d'enseignement. Mais là, en fait, vous participez en accueillant ce jeune aussi, donc d'une façon un peu différente, à cette mission donc d'éducation associée au service public de l'État. Donc dans le cadre et dans le respect des fondamentaux d'une école ouverte à tous, une école qui grandit la personne, en fait, voilà, qui va la faire s'épanouir, une école qui est laboratoire d'humanité, parce qu'en fait, vous allez mettre des projets en place de solidarité, de partage, vous allez accueillir une personne qui va vous apporter vraiment des valeurs et enfin, nouvelles. Et en fait, c'est une école aussi engagée et riche de son histoire. Donc, en acceptant d'accueillir un jeune pour une mission de service civique, vous participez bien évidemment à l'engagement dont vous faites preuve déjà. Ensuite, le troisième point, c'est créer ou amplifier des projets et bénéficier d'un regard neuf. On l'a déjà dit précédemment, en fait, le jeune va pouvoir amplifier vos actions existantes, mais il va être aussi en capacité d'expérimenter et de lancer de nouveaux projets. Donc, par rapport à ce que vous aviez, vous pensez, mis en œuvre. Et ce jeune, avec son profil particulier, parce qu'il n'est pas stagiaire, il n'est pas élève, il n'est pas enseignant, en fait, il va vous apporter une énergie différente pour accompagner vos projets. Et avec son regard neuf pour vous interroger sur vos pratiques, mais également sur cette notion de tutorat au sein de vos équipes. C'est-à-dire qu'en fait, on a remarqué que la grande majeure partie des personnes qui sont tuteurs ont été amenées au sein de leur organisme, enfin, ont approuvé une expérience particulière et enrichissante en tant que tuteur. Cela provoque de la fierté de partager son savoir-faire, hein, et on n'est pas dans le rôle de l'enseignant, donc on est vraiment enrichi de cette expérience et ça peut créer des affinités au sein de l'équipe pédagogique sur un modèle collaboratif au sein de l'organisation. Et nos structures sont parfaitement adaptées pour tutorer ces jeunes en pleine construction professionnelle et personnelle. On attaque le cinquième point. Le cinquième point, c'est bénéficier d'un dispositif encadré et prometteur. Encore une fois, le service civique est un dispositif très encadré, notamment par l'agent du service civique, qui est un acteur fondamental. Donc, l'agence du service civique s'appuie sur un réseau de référents locaux et surtout, en fait, notre réseau, c'est-à-dire l'AFNOGEC, le SGEC, l'UXEL qui est notre partenaire pour le sport et le CNEAP. Donc, en fait, sont toute une structure, tout un réseau qui vous accompagne à respecter ce cadre réglementaire. Qu'il s'agisse de préparer l'arrivée d'un jeune, de résoudre une difficulté ou simplement de poser une question, en fait, nous sommes là à vos dispositions du démarrage du processus, c'est-à-dire pour la conception de votre projet, jusqu'à l'accompagnement dans les moindres détails et peut-être soucis que vous pourriez rencontrer avec votre jeune. On permet aussi donc de proposer des formations pour les volontaires et les tuteurs. Stéphanie l'a dit. Donc, on ne vous laisse pas seul devant ce dispositif. On vous forme. Aujourd'hui, vous avez déjà une prémisse de formation. Il y en aura d'autres qui vont se dérouler dans les semaines à venir. Et donc voilà, on est vraiment à vos côtés. Et en fait, la preuve en est que ça marche bien, que les établissements sont contents de ce dispositif. C'est que 5 000 volontaires ont effectué une mission de service civique depuis 2011, la date à laquelle la Fédération des OGEC a été agréée. C'est une expérience vécue par plus de 700 établissements. Et puis, c'est aussi la possibilité de susciter des vocations au sein de l'établissement privé ou public, parce que de nombreux jeunes connaissent l'expérience dans un établissement et en fait veulent s'engager dans une voie au sein d'un établissement.
Et c'est un exemple de citoyenneté pour les élèves, parce qu'en fait, les élèves, quand ils vont accueillir le jeune, vous allez le présenter comme un jeune engagé qui est là pour réaliser une mission de service civique, pour l'intérêt général, pour toutes les choses qu'on a dites avant. Et donc, vous allez sensibiliser les élèves. C'est dommage que vous ne me voyez pas, parce qu'en fait, j'ai mis la gestuelle avec, avec ce que je dis pour y donner un peu de vivant. Et donc, en fait, vos élèves vont participer de cet élan de citoyenneté parce qu'ils vont comprendre pourquoi le jeune est là. Oui, merci Armel. Alors, on vous a sélectionné, vous aurez accès bien sûr au PowerPoint dans le replay, il vous sera communiqué. Donc là, vous pourrez consulter ces 3 vidéos qui sont là pour vous convaincre avec différents registres. Il y a déjà la vidéo, une courte séquence proposée par l'Agence du service civique qui est vraiment très très bien faite. Ensuite, il y avait aussi des vidéos proposées par la FNOGEC et le témoignage d'un jeune indien qui avait été accueilli il y a quelques années. Donc ça, vous pourrez le visionner tranquillement ultérieurement. On va parler à présent de votre rôle, du rôle de votre établissement en tant qu'acteur du service civique. Et puis, donc, on va vous rappeler donc, à quel point, plutôt les éléments de base. Donc, vous allez accueillir un jeune, tout d'abord, qui a entre 18 et 25 ans. La mission de service civique commence à 16 ans, mais on a fait le choix dans nos établissements d'accueillir des jeunes majeurs, donc de 18 à 25 ans. Et cela peut aller jusqu'à 30 ans si le jeune que vous accueillez se trouve en situation de handicap. Il doit posséder la nationalité française ou être basé à l'étranger. Là, on en reparlera, c'est la spécificité des services civiques internationaux que l'on peut évidemment également accueillir. Il peut avoir différents statuts, il peut être étudiant, chômeur, au RSA, salarié, tout est possible en gros. La base étant qu'il a envie de s'engager dans cette mission d'intérêt général, qu'il soit volontaire pour le faire. Alors pour ce jeune, en fait, cette expérience va constituer pour lui un vrai tremplin, une vraie passerelle entre une situation où il peut être étudiant, il peut chercher, il va rentrer dans le domaine professionnel. Donc pour lui, vraiment, c'est une expérience qui va le pousser vers l'avant. C'est une source d'épanouissement, hein, d'enrichissement et de confiance. Alors dans les choses pratiques qui ne sont pas à négliger pour ce jeune, il va percevoir de l'État 496,02 € pour un mois de mission. Vous allez, vous, établissement, lui verser en espèces ou en nature 113,02 € pour un mois de mission. Les 113,02 € sont exonérés de charges sociales, ce n'est pas un salaire. Donc, vous lui versez simplement ou vous lui fournissez les repas dans de nombreux cas. Ce jeune a droit à 2 jours de congés payés par mois. Chez nous, c'est un peu particulier parce qu'il va bénéficier des vacances scolaires. Et donc, ces 2 jours de congés payés par mois vont être inclus dans les vacances scolaires. Et donc, il bénéficiera au total de toutes les vacances scolaires qui, au bout du compte, fera plus que 2 jours de congés payés par mois. Mais tant pis, c'est comme ça chez nous. Donc, il bénéficiera des vacances scolaires sans les 2 jours de congés par mois en plus. Il sera affilié au régime général de la sécurité sociale et même dans les établissements d'enseignement agricole qui relèvent normalement de la MSA, notre jeune sera affilié au régime général. Ça va lui donner des trimestres de retraite. En cas de maladie, son indemnité tant par l'État que par l'établissement scolaire est maintenue. Son expérience de mission de service civique peut remplacer un stage et peut donner des équivalents de formation, des crédits de ECTS qui sont des équivalents de points. C'est un système développé par l'Union européenne pour donner des équivalences au niveau d'études au niveau européen. Et notre jeune pourra aussi, ça c'est écrit dans la slide, bénéficier de 240 € via le compte d'engagement citoyen. Vous savez, le compte d'engagement citoyen, c'est inclus dans le compte personnel de formation. Hein, c'est un des 3 volets. Et donc, cette mission de service civique va être valorisée, va lui donner 240 € au titre du compte d'engagement citoyen. Et enfin, le jeune va bénéficier de 2 formations, formation civique et citoyenne pour le sensibiliser à la citoyenneté, et il bénéficiera d'une formation premier secours.
Donc, un petit focus sur l'établissement scolaire, c'est une question qui revient, que vous nous avez posée en amont. Le seul coût pour votre établissement, c'est 113,02 €. Vous lui fournissez les repas et le total des repas fournis fait 113,02 €, ben vous vous êtes acquitté de votre obligation. Sinon, si la fourniture des repas fait que, par exemple, ça fait 80 €, vous lui avez donc fourni en repas 80 € et vous lui versez en espèces la différence entre 113 € et 80 €. Pas de charge sociale, donc une gestion très simple. Vous lui maintenez l'indemnité en cas de maladie, donc ces 113,02 € sont forfaitaires. Il faut comprendre ça. L'assurance du jeune, il bénéficie d'une assurance qui est prise en charge par la FNOGEC avec la mutuelle Saint-Christophe. Donc votre jeune est assuré. Par contre, il ne bénéficie pas de la mutuelle santé. Voilà, donc vous n'affiliez pas à votre complémentaire santé tous les frais inhérents aux formations que le jeune va suivre sont pris en charge par le gestionnaire. Alors, quand on parle de gestionnaire, c'est par votre UDOGEC ou UROGEC qui va gérer le service civique, votre établissement au titre du service civique, ou bien la FNOGEC qui endosse aussi ce rôle. Et aucune autre charge ne vous incombe, excepté les 113,02 €. Une particularité aussi pour vous qui revient souvent, l'emploi du temps du jeune est fixe, c'est-à-dire qu'une mission dure entre 24 et 35 heures. Si une mission fait 24 heures, elle fera 24 heures chaque semaine de sa mission. Quand bien même il y a les vacances scolaires et que vous avez l'habitude de pratiquer la modulation de l'emploi du temps pour vos salariés, chose que vous ne faites pas pour un volontaire en service civique qui va avoir une durée hebdomadaire de mission linéaire. On va voir donc les différents domaines dans lesquels vous pouvez proposer la mission. Donc là, vous les voyez s'afficher à l'écran. Donc on a la chance, la FNOGEC est accréditée pour ces 9 domaines, autorisée à proposer ces 9 missions, 9 catégories de missions. Donc vous voyez dans le domaine de la solidarité, de l'environnement, de la mémoire citoyenneté, développement international, citoyenneté européenne, ça c'était la notée d'il y a 2 ans, sport, culture, loisirs, éducation pour tous et santé. Vous trouverez, on ne va pas ici détailler parce que vous savez qu'il y aura un autre webinaire le 31 janvier où on pourra redétailler tout ça. Et surtout à la fin de cette présentation, vous trouverez en support quelques exemples par catégorie en fait, qui vous permettent d'illustrer ce que d'autres établissements ont mis en place sur ces thématiques. Et vous voyez qu'on a quand même, voilà, c'est relativement large et il y a un certain nombre de thématiques que vous pouvez aborder par le biais de cette mission. Qui va accompagner ce jeune? En fait, on va donc parler du tuteur. C'est principalement le tuteur qui va accompagner ce jeune tout au long de la mission. Une précision toutefois, c'est qu'en fait, le tuteur, il ne fait pas ça tout seul. D'abord, le projet est monté par le chef d'établissement, c'est souvent le chef de projet. Il est monté aussi avec l'équipe pédagogique et le tuteur. Donc, tout cet ensemble d'équipes pédagogiques va participer au montage de la mission. Et le tuteur, lui, va être plus identifié auprès du jeune en tant que tel. Il va être le référent principal. Et à ce tuteur, en fait, nous, on vous invite fortement à nommer un co-tuteur, à trouver un co-tuteur qui va donc partager cet accompagnement avec le tuteur. Vous verrez, les choses, en fait, sont assez denses. Il y a une partie accompagnement sur le terrain, il y a une partie un peu administrative. Et donc, travailler en binôme avec un co-tuteur, c'est parfait. Alors, le tuteur ou le co-tuteur ont des profils un peu variés qui vont du chef d'établissement à l'enseignant et au personnel de vie scolaire. Le chef d'établissement est majoritairement le tuteur. D'ailleurs, là, dans les présents aujourd'hui, vous êtes 300. Il y a plus de la moitié des chefs d'établissement qui s'est inscrite à ce webinaire. Et donc, vous endossez aussi le rôle du tuteur. Vigilance, toutefois, l'accompagnement du volontaire, le tuteur, c'est un peu chronophage et il faut être sur le terrain. Donc, en fait, le chef d'établissement, vous avez beaucoup de choses à faire et votre décharge ne vous permet pas forcément d'assumer pleinement cette fonction. Alors, d'où la nécessité vraiment de travailler en binôme avec un co-tuteur.
Oui, on a beaucoup d'exemples, hein, beaucoup d'établissements ont choisi cette modalité et c'est vrai que c'est le plus bénéfique pour tout le monde, aussi bien pour le jeune que pour vous. Alors, quel est le rôle du tuteur? Donc déjà, le tuteur va être le référent principal, le ou les tuteurs, donc va être les référents principaux du jeune. Ça, on pourra reparler tout à l'heure avec notre collègue qui va témoigner. C'est lui qui doit garantir le bon déroulement de la mission, qui va accompagner le jeune dans son parcours d'engagement volontaire, c'est-à-dire qu'il va le suivre hein, pas à pas, voilà, lui permettre d'évoluer, de prendre de l'aisance dans sa mission. Et le projet d'avenir, ça c'est très important, hein. Le jeune, on l'accueille en mission, mais c'est un tremplin. On disait que c'était une passerelle. Et donc, on doit aussi l'accompagner dans son projet d'avenir. Que va-t-il faire après cette mission de service civique? Et c'est là où on rejoint vraiment la mission de nos établissements, puisqu'on a cette mission pédagogique d'accompagnement, même pour ces jeunes qui viennent compléter nos équipes. Donc voilà, on va l'accompagner dans son parcours d'engagement volontaire, dans son projet d'avenir. Le tuteur va également lui donner un cadre, bien sûr, des repères de fonctionnement, parce que forcément, il se peut qu'il ait aucune notion de comment ça fonctionne dans un établissement scolaire. Ça ne suffit pas d'avoir été élève pour savoir quel est le cadre d'un établissement et comment ça fonctionne, notamment en vie collective et au sein d'une équipe éducative, pédagogique, peu importe, hein, mais il va falloir lui donner des cadres hein, quand même et quelques repères. Gérer sa motivation, parce qu'il se peut que vous ayez affaire à des jeunes qui arrivent hyper boostés et puis qui se démotivent ou l'inverse. Et effectivement, le tuteur jouera un rôle important. Il s'agira aussi de remotiver peut-être aussi l'ensemble de l'équipe éducative autour de l'accompagnement de ce jeune, régler d'éventuels problèmes de comportement, même si ça reste très anecdotique et probablement que vous n'en aurez pas, mais si jamais il y en avait, c'est le rôle du tuteur aussi d'expliquer ce qu'il convient de faire. Le tuteur est également le référent de l'ensemble en fait, de l'équipe qui gravite autour du volontaire. C'est lui qui doit bien coordonner l'ensemble des actions, faire en sorte que tout le monde se comprenne et clarifie le rôle des uns des autres. Il va suivre l'évolution du projet, éventuellement réajuster avec le jeune les contours de la mission en fonction de l'avancement, en fonction de difficultés éventuelles. Il va falloir jouer un petit rôle d'adaptateur, enfin voir quelles sont les variables possibles. Et puis, ben, bien sûr, tout ce suivi va se concrétiser. Il va falloir élaborer, enfin, procéder à un bilan à la fin de la mission. Et c'est très important de tenir compte de ces bilans à chaque fois avant de se réengager. Ce sont des temps forts, mais évidemment, ne pas attendre la fin de la mission pour tirer des conclusions. Il faut tout au long voir ce qui fonctionne ou pas. Mais le bilan de fin de mission peut être très instructif pour l'ensemble de l'équipe avant de se réengager, de redéposer une demande d'accueil et de reprendre à nouveau un jeune. Alors, on va voir à présent donc, comment mettre en place une mission. Alors, mettre en place une mission, c'est d'abord concevoir un projet avec toute l'équipe pédagogique dans l'établissement, l'équipe qui va être donc impliquée. Donc, une mission est en moyenne d'une durée de 8 mois. C'est l'agence du service civique qui nous impose cette durée moyenne. Moyenne, ça signifie dire qu'on peut avoir donc certaines missions qui vont durer 6 mois, c'est celles notamment qui démarreront en janvier, et ça peut aller jusqu'à 10 mois pour celles qui commenceront en septembre. Donc, il y a des quotas de missions, de nombre de volontaires et sur des durées différentes qui au total feront 8 mois. Cette mission, alors c'est important la durée de la mission parce qu'on ne construit pas un projet dans l'idée de faire à peu près durer une mission 9 mois et une mission de 6 mois, on n'y fait pas les mêmes choses. C'est un projet d'intérêt général, ça on l'a dit précédemment, qui doit permettre aux volontaires de gagner en conscience citoyenne. Donc vous allez avoir un projet dans votre établissement qui va évidemment aussi être utile à vos élèves, hein, ce sont les principaux bénéficiaires, qui va être aussi utile à l'établissement hein, dans ses projets. Et donc, il ne faut pas oublier que ce contenu de mission doit servir l'intérêt général. Ça serait une mission qui va durer entre 24 et 35 heures par semaine. Alors, sur le premier degré, 24 heures, c'est bien adapté. Vous risquez de vous faire retoquer au moment du dépôt de votre projet de mission si sur une école élémentaire, vous proposez une mission de 35 heures, répartie sur 4 jours. C'est un peu hors proportion, compte tenu que, en fait, quand on a un jeune à qui on ne sait plus donner grand-chose, on est un peu tenté, on le voit de temps en temps, on est un peu tenté de lui donner des tâches
qui ne font pas partie de sa mission. Donc, évaluez bien au départ dans le montage et adaptez votre horaire hebdomadaire au contenu de votre mission. Encore une fois, votre mission va être complémentaire et surtout ne va pas constituer un poste de salariat, ni même de bénévolat et d'enseignant, hein. Donc, un jeune sur la mission de culture et loisirs ne pourra pas remplacer le professeur de musique. Enfin, la mesure devoir fait que vous devez connaître, qui s'applique donc dans le collège, peut trouver donc cette notion. Votre projet peut se rattacher au dispositif devoir fait sur 4 axes de mission qui sont éducation pour tous, culture et loisirs, développement international et solidarité. Là, on voulait vous montrer un petit peu jusqu'ici comment se répartissaient les choix de mission au sein de notre collectif. Donc, vous voyez, ce qui est le plus plébiscité jusqu'ici, c'est l'éducation pour tous. Et là encore, vous retrouverez une fiche donc, qui présente les possibilités. Ça peut être la lutte contre la fracture numérique, contre l'illettrisme, voilà, créer de la réinsertion. Enfin, il y a pas mal de missions et c'est un peu logique que ce soit la mission la plus plébiscitée. La deuxième, vous voyez, c'est l'environnement parce que tous nos établissements ont à cœur d'être exemplaires dans ce domaine-là. Le sport aussi, parce que c'est un vecteur d'intégration aussi et enfin, voilà, d'intégration et de réussite pour certains élèves. Culture et loisirs, de façon un peu plus anecdotique, mais quand même, développement international. Santé, solidarité, mémoire et citoyenneté, qui est là pour le coup, qui concerne peu d'établissements, et citoyenneté européenne, qui en fait a été introduit assez récemment, donc c'est normal qu'on n'ait pas un gros passif. Et comme le disait donc Armel juste avant, là vous revoyez, on vous a remis à l'écran donc ce que vous pouvez cumuler avec devoir fait. Voilà donc les missions dans le cadre desquelles vous pouvez proposer devoir fait en plus. Ouais, alors les exemples, donc vous les retrouverez à la fin du support qu'on partagera avec vous, on ne va pas le détailler ici. Je vais faire un focus à présent sur l'accueil d'un volontaire européen ou international. Tout ce qui a été dit précédemment vaut pour ce volontaire, mais il y a quelques spécificités qui se rajoutent. Donc la première des choses, c'est que comme le jeune arrive de loin, il va falloir l'accompagner dans toutes ses démarches, et notamment sur la question épineuse du logement. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas envisager d'accueillir un jeune volontaire européen ou international sans avoir une solution logement à lui proposer, week-end et vacances comprises. Aventure, garantissez que vous ayez quelque chose de viable, enfin de long terme à proposer. L'accompagnement dans les démarches, c'est très important parce qu'il y en a quand même un paquet, hein. Je pense que vous connaissez le processus. Et puis, il faut suivre parce que, évidemment, il se peut qu'il y ait un temps d'acclimatation, d'acculturation qui soit un peu différent que pour un volontaire français. Au-delà de ça, il faut vraiment engager, encore plus encore que pour un Français, il faut vraiment engager l'ensemble de l'équipe pédagogique, éducative et l'ensemble des personnels et même des élèves, hein, dans l'accueil de ce jeune volontaire, préparer évidemment la mission, ça comme pour tous les volontaires, mais aussi réfléchir à la sélection, mais surtout l'accueil et l'intégration. Donc réfléchir notamment les premières semaines, les premiers jours sont décisifs et les premières semaines sont très importantes pour faire en sorte que ce jeune se sente bien à l'aise au sein de votre collectif, qu'il n'y ait pas d'incompréhension qui relève d'incompréhension culturelle ou de choses comme ça, et faire en sorte qu'il soit dans un environnement qui l'attendait et qui l'accueille chaleureusement. Et puis, d'un point de vue financier, il faudra prendre en charge les frais de visa, le voyage, évidemment, repas et hébergement. Là où c'est international et européen, on vous demande d'assurer les repas. Et puis, quant à la question du voyage, en fait, on en reparlera le 31 janvier, parce qu'on refera un webinaire spécifique sur la campagne de demande d'accueil de jeunes volontaires. Là, c'est vraiment plus général ce qu'on propose aujourd'hui. Mais sur la question du voyage, vous verrez qu'il y a certains pays avec lesquels des accords ont été trouvés et qui prennent en charge le billet d'avion des jeunes. Donc ça peut faire la différence aussi. Donc un certain nombre de pays, ils sont au moins 7 ou 8, surtout d'Afrique subsaharienne, qui prennent en charge ces frais de voyage. Voilà, donc ça, c'est à garder dans un coin de la tête. En gros, c'est exactement comme pour un volontaire français, avec quand même un accompagnement un peu plus appuyé. Et puis, il faut trouver un tuteur aussi qui soit prêt à la rencontre interculturelle, éventuellement qui parle d'autres langues, parce que la majorité des jeunes que l'on accueille de l'étranger parlent français, mais parfois, en arrivant, leur français n'est pas... enfin voilà, on a des degrés divers de maîtrise du français.
Et donc, il faut anticiper toutes ces questions-là. Et encore une fois, c'est surtout le logement qui est déterminant parce que ça va conditionner plein de choses sur le fait qu'ils se sentent bien ou pas. Donc voilà, un international, c'est formidable et c'est tout aussi bénéfique. Armelle va vous présenter à présent donc les différentes étapes. Concrètement, accueillir un jeune, ça va commencer déjà en janvier. En mi-janvier, nous allons lancer la campagne de service civique 2024-2025 pour vous permettre de concevoir votre projet d'accueil. Donc, il ne faut pas vous lancer tête baissée pour élaborer ce projet. Il faut, avec tout ce que vous aurez entendu aujourd'hui, il faut vous poser certaines questions. Quel est l'objectif de ma démarche? Quelle peut être la place de ce jeune dans mon établissement scolaire? Est-ce qu'il va y trouver sa place? Est-ce que l'équipe est prête? Quelle mission je vais pouvoir lui proposer? Donc, quel temps j'aurai à lui consacrer, hein? Encore une fois, le tutorat, c'est quand même du temps à consacrer à ce jeune. Et suis-je prêt un peu à bousculer mes habitudes? On l'a dit tout à l'heure, ce jeune, il n'est pas élève, il n'est pas salarié, et il peut venir un peu, quelque part, chambouler, un peu chahuter votre rythme scolaire et votre organisation. Alors, on ne laisse pas faire, hein, on lui fait pas faire, on n'accepte pas qu'il fasse n'importe quoi. Il y a un règlement intérieur, donc un emploi du temps, il y a des choses à respecter, mais sa présence peut être un petit peu inhabituelle et très enrichissante, mais un peu chamboulante. Je ne sais pas si ça se dit. Alors là, ce que vous ferez, vous allez donc vous réfléchir à élaborer le projet. Quand vous serez prêt, vous allez pouvoir déposer votre projet auprès de votre UDOGEC, UROGEC. Alors, une particularité, c'est que l'UDOGEC ou l'UROGEC, qui avait été en charge de gérer le service civique, on appelle les gestionnaires, ce n'est pas forcément votre UDOGEC de rattachement classique, parce que les territoires ont été découpés pour la gestion du service civique de façon un peu différente. Donc, pour savoir qui va s'occuper de vous en matière de service civique, vous aurez à la fin de ce PowerPoint la répartition par territoire, donc par département, vous allez connaître quel UDOGEC va vous accompagner dans ce dispositif. Donc, l'année prochaine, ce gestionnaire-là, donc les UDOGEC, UROGEC dédiés ou l'AFNOGEC pour ces territoires, on va donc fixer un laps de temps entre janvier probablement et fin juin pour vraiment la grosse masse de projets que vous nous déposerez, que nous devrons étudier, et probablement que nous laisserons encore du temps sur septembre, octobre pour les retardataires qui voudraient déposer un projet. Et donc, on va permettre, mais l'idée est vraiment d'avoir déposé ce projet auprès de nous. On l'étudie et on en a beaucoup. On a 1300 projets déposés chaque année. Si vous vous lancez dans le dispositif, vous serez encore plus, il y aura encore plus de projets. Donc, laissez-nous le temps. Et puis, un projet à la va-vite au mois d'octobre, c'est pas bon. Il faut trouver votre jeune derrière. Justement, donc, le point numéro 3, entre juin et janvier, vous allez trouver votre jeune. Ça, c'est votre travail aussi. Trouver votre jeune, c'est-à-dire qu'on va vous donner des informations pour publier votre offre de mission sur le site du service civique. Et c'est là, à travers cette offre, que vous allez recevoir un maximum de candidatures et que vous allez pouvoir donc faire la sélection de votre jeune. Et aussi, d'autres moyens pour trouver ce jeune sont possibles. Les offres déposées dans les commerces, dans les gymnases, dans votre centre de jeunesse de votre commune, les réseaux sociaux, les parents d'élèves, tout est possible pour trouver votre jeune. Mais ça sera votre travail entre le moment où on aura accepté votre projet et puis septembre, octobre. Ensuite, à partir du moment où le jeune est arrivé, c'est vous qui allez déposer le dossier du jeune et vous allez l'accompagner durant toute la mission. Et ça, pratiquement, comment ça va se faire? On a mis en place une plateforme de gestion de services civiques via Isidore. Certains d'entre vous connaissent cet environnement. Donc, il y a une plateforme Isidore qui permet de gérer toutes ces étapes et en fait d'être notre seule interface de communication entre l'établissement et nous gestionnaires, pour vous accompagner dans ce dispositif. Ensuite, là, j'ai parlé des UDOGEC ou de la FNOGEC qui va vous aider, mais il faut bien voir que ça va au-delà. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un réseau national qui est la Fédération nationale des OGEC, donc qui détient l'agrément et qui
donc moi-même qui coordonne le dispositif, qui est le chef d'orchestre du dispositif. Il y a aussi le CNEAP. Donc, on travaille beaucoup avec le CNEAP et le SGEC pour l'étude des projets, les grandes lignes, la politique du dispositif du service civique, sa pérennité, comment on le déploie. Et puis Luxel qui est notre partenaire pour les formations au premier secours. Souvenez-vous, notre jeune va bénéficier d'une formation et on sollicitera Luxel pour les formations. Les Udojac Urojec, donc 17 fédérations territoriales sont engagées dans cette gestion décentralisée, et puis la FNOJEC et la liste qui vous renvoie à vos gestionnaires en fin de PowerPoint. Et l'avantage de passer par notre agrément, par notre organisation, c'est d'avoir un interlocuteur unique au sein de chaque fédération. Vous avez votre conseiller, votre référent, et donc en fait, lui, il est à même de vous apporter toutes les questions que vous vous poserez. Et puis donc, la FNOJEC et les UDOC Urojec mettent à votre disposition, ça c'est très important, vous n'êtes pas tout seul, des procédures à chaque étape, comment faire, le timing, des modes opératoires pour des choses un peu plus techniques. Vous êtes vraiment accompagné et on est vraiment vos points de chute pour toute question. On va Oui. laisser la parole à Bernard. Stéphanie, tu peux peut-être introduire donc Monsieur Vanderberg. Oui, merci beaucoup. Et donc, on a la chance d'accueillir, merci beaucoup, Monsieur Vandenberg, vous vous êtes libéré. Vous travaillez donc au campus La Salle Saint-Christophe de Masseube, qui est un établissement agricole du CNEAP qui accueille depuis longtemps des jeunes volontaires. Et voilà, on est ravis que vous puissiez témoigner. C'est ce qui va intéresser le plus, je pense, nos collègues. Donc, merci d'avance pour le petit témoignage que vous acceptez de faire. Avec plaisir. Bonjour à tout le monde. Voilà, Bernard Vandenberg, je suis adjoint de direction d'un établissement agricole, mais pas que. Il est aussi éducation nationale, puisque nous avons un collège éducation nationale, un lycée éducation nationale et un lycée agricole qui est la part la plus importante de l'établissement, des formations adultes ou post-bac. Voilà. Notre particularité chez notre établissement, c'est notre internat. Nous avons un effectif de 550 élèves au fin fond du Gers. Et sur ces 550 élèves, nous avons 150 élèves qui viennent du monde entier, c'est-à-dire que 30 à 35 nationalités présentes, avec un internat permanent qui est ouvert 24 heures sur 24, 350 jours dans l'année, j'exagère, s'il n'y a pas les 2 mois d'été, on est fermé que sur les 15 jours de Noël. Et donc, le service civique, alors ça fait plus de 8 ans qu'on accueille des services civiques. Au départ, j'étais tout simplement tuteur, puis je suis devenu coordinateur service civique pour l'établissement en mettant en route des collègues sur cet accompagnement de ces jeunes services civiques que nous accueillons. Alors, je vais commencer par vous dire, si vous regardez les démarches administratives, si vous regardez le temps à y passer, si l'on pense que l'on fera plus vite soi-même qu'avec un service civique, et si vous rajoutez tous les cycles que vous voulez, alors ça risque de vous décourager. Mais non, le service civique, c'est d'abord et avant tout se dire qu'on accueille un ou plusieurs jeunes pour pouvoir leur permettre, et je reprendrai les mots qui ont été dits tout à l'heure, de grandir, de pouvoir construire leurs projets d'avenir, de pouvoir donner un nouveau souffle, un regard nouveau, des projets, des idées nouvelles dans notre établissement. Et si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de quelque chose et d'une expérience fort constructive. Alors certes, je vous le rassure, il y a toujours des petits problèmes, mais à tout problème, il y a une solution. Il y a toujours des nuages, mais derrière tout nuage, il y a encore le soleil qui est toujours à poindre son nez. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut se dire, est-ce que j'ai envie, oui ou non, de pouvoir travailler avec ces jeunes? Alors, les expériences que nous avons pu avoir, nous en avons accueilli 10 de mémoire. Nous en avons 2 cette année. Nous n'avons pas réussi à avoir le 3e, malheureusement. Mais chaque fois, ces expériences ont été plus ou moins réussies à nos yeux, à notre regard, mais ont toujours été constructives pour les jeunes que nous avons accueillis. Les domaines sur lesquels on travaille principalement sont les cultures et loisirs, environnement, et cette année, nous avions aussi devoir fait à travers Éducation pour tous, qui n'a pas abouti, puisque nous avons eu un refus de visa, c'est des choses qui arrivent, par Madagascar. Donc à chaque fois, ça a été une chance pour Saint-Christophe, parce que ça a permis de mettre en place des projets que nous n'avons pas le temps de prendre en charge, nous. Donc c'est un appui supplémentaire qui permet un élan un petit peu nouveau.
Ça a permis d'avoir d'énormément d'idées nouvelles, de propositions, un dynamisme qui se met en place. J'accentuerai aussi sur le jeune service civique qui a un âge un peu plus proche des élèves et qui permet une relation un petit peu nouvelle, novatrice, innovante, voire un témoignage, et ça a été redit tout à l'heure par Madame Baril, sur le témoignage du service civique, de cet engagement pour la société. Et ça, c'est un impact que l'on ne peut pas trop mesurer dans la tête des jeunes par rapport à la suite. Nous, on le mesure quelque part parce que ça nous est arrivé d'accueillir des anciens élèves, il y en a un cette année, qui sont revenus en mission de service civique dans notre établissement. Donc ça veut dire que l'impact des précédents a été positif puisqu'il y en a d'autres qui ont voulu donner de la même chose par la suite. Pour le service civique, c'est un apprentissage de la responsabilité. Ce n'est pas toujours simple. On en a certains. L'expérience de l'année dernière, qui était un peu moins riche que les années précédentes, ça a été un apprentissage difficile et laborieux pour cette jeune qui avait un petit peu de mal à s'investir dans la durée, dans la constance, dans la construction de son projet. Mais malgré tout, ça les aide aussi sur un gain d'autonomie pour leur vie de demain. Ça leur apprend à gérer un projet. La gestion du projet n'est pas toujours simple, hein, se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça va apporter aux jeunes, qu'est-ce que je mets en place pour répondre aux objectifs que je mets en place. Ce n'est pas tous les jours facile. Voilà. Et tout ça, c'est un gain en expression orale aussi pour le jeune qui apprend à parler, à dialoguer, à apporter aux jeunes qui sont présents dans les établissements. Et je terminerai, avant les questions éventuelles, c'est en disant, et les étrangers? Oui, on peut accueillir, c'est une question que j'ai vue tout à l'heure par les participants, on peut accueillir des jeunes. L'année dernière, on avait une jeune Allemande. Cette année, on a une jeune du Bénin et un jeune Français. On aurait dû avoir un jeune Malgache. Ce sont à chaque fois des expériences très positives. Et je pense que ça n'a pas été trop mentionné tout à l'heure, c'est l'appui de France Volontaire, qui est un des partenariats aussi dans cet accueil des jeunes étrangers, qui est absolument fabuleux dans la dynamique qu'ils mettent en place, la recherche, la cohésion du profil service civique qu'ils nous proposent en fonction du projet que l'on met en place. C'est vraiment très utile. Voilà. Petit point d'attention, mon expérience de cette année fait dire que d'avoir des jeunes de plus de 20 ans, ça permet d'avoir une meilleure maturité, un plus grand écart d'âge avec les jeunes, surtout si vous avez un lycée, et qui permet d'avoir une meilleure construction, une meilleure implication dans le projet ou la construction du projet. Sans chercher des bacs plus 10, ce n'est pas ça l'objectif, parce qu'il y a des jeunes qui sont très bien, même s'ils n'ont pas de formation, et qui s'y donnent à fond. Voilà un petit peu, moi ce que j'ai envie de conclure, c'est de dire un service civique, chance pour l'établissement, chance pour le jeune, chance pour les élèves. Donc il faut sauter sur ces occasions extraordinaires que nous met à disposition la FNOGEC et le CNERP. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, c'est vrai qu'on est loin d'avoir tout dit aujourd'hui, c'est pour ça qu'on refera un temps. Mais vous avez raison de le mentionner. Pour ceux qui envisagent d'accueillir de jeunes internationaux non européens, on a l'appui de France Volontaire qui est un acteur clé. Et puis, on partagera un article très intéressant sur d'études d'impact menées par France Volontaire et l'Agence du service civique. Tout ce que les jeunes que l'on accueille du monde entier peuvent apporter à nos établissements. Enfin, alors là, c'était une étude plus générale, donc à la société en fait. Et puis, si on parle juste de l'impact de l'accueil d'un jeune international étranger dans les établissements, pour un jeune accueilli, vous impactez de tout le monde, quoi, des parents au personnel. Et du coup, ça a un impact absolument décuplé. On y reviendra parce qu'on fera vraiment un focus là-dessus dans le webinaire qu'on mènera fin janvier. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Vandenberg, parce que votre témoignage est complet et enfin, vous avez parlé aussi bien des difficultés que des atouts. Armelle va conclure sur l'intérêt win-win, gagnant-gagnant-gagnant de cette mission. Oui, effectivement, Monsieur Van den Berg l'a évoqué avec d'autres mots. C'est vrai qu'en fait, il y a trois gagnants dans cette histoire, parce qu'en fait, 100% des établissements doivent pouvoir trouver leur intérêt à monter une mission de service civique. Les 9 domaines qui sont possibles, vos envies, vos motivations vont vous permettre donc de pouvoir trouver vraiment le bon montage, la bonne mission en respectant les fondamentaux. Et ça vous permettra donc d'avoir votre mission, votre projet accepté
par nous les gestionnaires. C'est aussi une opportunité d'ouverture donc pour les établissements sur des nouveaux défis sociaux ou environnementaux. Pour le jeune, en fait, c'est lui offrir la possibilité de s'engager et de prendre confiance en lui. Qu'il ait un diplôme ou pas, en fait, il va vivre une expérience formatrice et valorisante. Et puis, on l'a vu plusieurs fois chaque année, ça peut constituer un vivier pour vos établissements d'avoir un jeune qui après va vouloir faire au sein de votre établissement une formation de par CQP, d'auxiliaire de vie scolaire. Et donc, vous allez pouvoir peut-être investir longtemps sur ce jeune. Et puis pour l'intérêt général, eh bien, comme nous l'avons dit, c'est vraiment une nouvelle énergie pour mener à bien des initiatives d'intérêt général. On ne pense pas toujours que ce qu'on fait pour son établissement, pour ses élèves, on sait que c'est bien que, en fait, il y a des grandes valeurs qui vont être véhiculées à travers ce projet, et il faut réfléchir pour lui donner une dimension encore supérieure de comment ça va être utile à la nation. Et c'est sûr que 100% de vos projets bien élaborés vont répondre à ce critère. Et donc, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Et les établissements, parce qu'on les connaît, les établissements qui ont, une fois, qui accueillent un volontaire en service civique, eh bien, en fait, sont toujours partants pour en accueillir un autre l'année suivante. Quelquefois, il y a des changements d'équipe, changements de chef d'établissement, donc on fait un break, mais on y retourne. On y retourne. Donc, en fait, c'est vraiment une expérience très, très enrichissante. Mais monsieur Bernard l'a dit, ça fait 10 ans qu'il accueille ou 9 ans qu'il accueille un service civique. Voilà. Donc, on espère par ce webinaire vous avoir convaincu à vous lancer. Sachez qu'en fait, vous n'êtes pas lâché dans la nature, on vous accompagne dans le montage, puisque c'est la première chose, et que en fait, on vous donne plein d'outils pour vous aider à monter le projet et à le faire vivre tout au long de la mission. Parce que je vois qu'il y a une question avec des exemples concrets qui sont demandés. Et il y a une autre question, je réponds brièvement, il n'y a pas de fiche de paie, rassurez-vous, c'est pas il n'y a pas de salaire, donc il n'y a pas de fiche de paie à mettre en œuvre. Pour les projets, on a par exemple notre service culture loisirs qui met en place une coordination avec tous les acteurs, professeurs, enseignants de veillée de Noël, où tous les élèves sont complètement acteurs. Cette année, la jeune béninoise est dans un projet environnement. Donc, elle est en train de travailler d'une part sur toute une enquête, une mise en place du tri sélectif avec toutes les exigences qui arrivent au mois de janvier. De l'autre côté, nous avons un travail avec la société de restauration sur le zéro gaspille, tout ce qui est environnement, sur toutes ces questions-là. Le compostage, on vient de faire une culture de plus de 600 kilos de courges potimarron, etc., etc., qui ont été vendues dans 9 établissements scolaires. Donc ça, c'est le service civique de l'an dernier qui a permis la continuité sur ceux de cette année, etc. Enfin, c'est des choses excessivement concrètes, mise en place de films le soir. Cette année, en plus, comme nous avons de services civiques qui sont catholiques dans l'âme, ben, ils témoignent auprès des jeunes et ça nous donne un élan sur la pastorale de l'établissement qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent. Donc, ils ne le font pas dans leurs heures de service civique parce que ça ferait un peu tâche, mais ça n'empêche qu'ils le font par volonté, par témoignage tout simple de ce qu'ils vivent. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà, j'espère avoir répondu à, à la question. Juste pour compléter donc les projets du campus, sur une école plus petite, une école rurale plus petite, vous avez intérêt à accueillir un jeune pour tout ce qui est éducation pour tous, l'aide aux devoirs, accompagner les jeunes qui sont plus en difficulté. Donc là, il y a vraiment aussi pour une structure plus petite, il y a matière à mettre de beaux projets en place. Et puis aussi dans le cadre de l'environnement, et dans une petite école, bah, vous pouvez mettre un poulailler en place, un petit potager, sensibiliser les élèves et même les plus petits à la protection de la nature. Enfin, toutes les structures, les petites rurales, les grands établissements, y trouvent leur compte.
Je peux le témoigner par l'école Notre-Dame de Masseb, qui est une petite école de 3 classes qui a accueilli l'année dernière un service civique sur tout ce qui est le sport, l'animation des cours de récréation. Et ça a été un plus assez fantastique dans la dynamique de l'école, qui permet aux enseignants aussi d'avoir des discussions plus individuelles sur la cour de récréation avec un élève parce qu'il y a une animation qui est mise en place. Donc, c'est des choses assez fabuleuses et il faut sauter sur l'occasion, enfin, tenter d'aventure. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Effectivement, alors il y a beaucoup de questions qui sont arrivées pendant le webinaire. Certaines ont déjà été répondues en partie durant votre intervention, mais quelques demandes de précision qui est revenue 2 fois. Un volontaire peut-il avoir plusieurs missions? Est-ce qu'il peut avoir un panachage de missions? Alors, je vais répondre. Comme vous allez construire un projet, vous allez mettre l'accent sur... d'abord, vous allez définir l'objectif, OK? Donc, en fait, vous n'allez pas vous disperser. Notre jeune, il n'est pas animateur de centre aéré et il n'est pas l'homme orchestre. Donc, ce qui est complètement en opposition avec un vrai montage de projet. Donc, en fait, quand vous allez monter votre projet, vous allez choisir l'axe, la thématique qui vous convient et vous allez développer votre projet autour de cet axe. Donc, en fait, il ne va pas faire de l'éducation pour tous, du sport, et puis de la culture et loisirs. Non, ça, c'est du panachage, pour reprendre l'expression, qui ne se fait pas. Et c'est éloigné d'un montage de projet qui tient la route, pardonnez-moi l'expression. Donc, non, on ne fait pas de panachage. Et peut-être j'ai compris une autre question à travers cette question, c'est que votre jeune, vous pouvez le partager sur un autre établissement aussi, sur un même projet, en fait, sur 2 petites structures, par exemple, ou même des structures plus grandes, mais des structures qui sont proches l'une de l'autre, eh bien, il peut y avoir un jeune qui va être missionné sur 2 écoles ou 2 lycées, ou un collège, un lycée, ou au sein d'un ensemble scolaire qui peut être sur la partie primaire, sur la partie collège, tout est possible avec beaucoup de bon sens et avec un projet bien monté. Tu as répondu à quelques questions qui sont apparues entre-temps autour du seuil d'échelle au niveau de l'établissement pour que ce soit viable. Le coût financier pour une petite structure, du coup, le fait éventuellement d'être à plusieurs établissements permet d'y répondre. Question subsidiaire, si on a déjà un jeune sous le coude, prêt à démarrer, quel est le délai pour une mise en place effective? On a un jeune sous le coude, parfait. Évidemment, si on a le jeune sous le coude, bah, au préalable, on aura déposé son projet, il aura été accepté, hein. Et on a un jeune sous le coude, eh bien, les délais sont assez variables, ça dépend des gestionnaires, mais on est tous quand même hyper réactifs, c'est-à-dire que globalement, en plus avec la plateforme qu'on met à votre disposition pour la gestion des dossiers, en général, en moyenne, sous 8 jours, on est en capacité d'examiner toutes les pièces du dossier, de revenir vers vous, de vous demander des compléments d'information, des compléments de documents et de faire les contrats, parce que c'est le gestionnaire, donc les UDOGEC, UROGEC ou la FNOGEC, qui élaboreront les contrats et on vous les téléverse dans la plateforme, bref, pour que vous les signiez et que le jeune les signe. Et en gros, oui, voilà, il y a des UDOGEC, à mon avis, en 3 jours, c'est bouclé, ça dépend du volume. Disons raisonnablement, entre une semaine et 15 jours, vous avez un contrat que vous remettez au jeune. Le jeune ne commence pas sa mission tant qu'il n'a pas les contrats dans les mains. Les devoirs faits, on en a parlé pour le collège. Est-ce que c'est possible au premier degré également? Devoir fait, c'est que sur les collèges. Mais pour autant, ce dispositif devoir fait, c'est un dispositif encadré qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'adresse qu'aux collèges. Mais c'est l'étiquette devoir fait qui ne se fait que dans les collèges et sur 4 de nos missions. Mais une école peut évidemment se lancer dans de l'accompagnement scolaire, dans du soutien scolaire. Et c'est pas du devoir fait, mais c'est du soutien scolaire. Donc ça s'apparente. Voilà. Mais c'est pas le dispositif devoir fait. Merci. Comment est comptabilisé le jeune en service civique dans l'effectif de l'établissement? Ben, c'est un volontaire en service civique. Et qui est le supérieur hiérarchique du jeune? Comme c'est un volontaire, ce n'est pas un salarié et ce n'est pas un stagiaire, il n'y a pas de lien hiérarchique. On ne se situe pas dans le code du travail
avec les réflexes que vous pouvez avoir, de hiérarchie. On l'a dit tout à l'heure, la personne référente principale est le tuteur et le co-tuteur. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien hiérarchique que le jeune fait ce qu'il veut, qu'il arrive à n'importe quelle heure, qu'il s'habille comme il veut, qu'il parle comme il veut, mal. On a quelques situations où on a besoin de redresser, de recadrer. Et donc, c'est pour répondre à votre question, mais je retire la phrase hiérarchie, le mot hiérarchie, qui ne doit pas exister. Le référent, celui qui donne les règles, le cadre, c'est le référent. Et en cas de souci éventuel, il y a l'appui du chef d'établissement, voilà, qui peut recadrer notre jeune si nécessaire. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Quand tu parles de référent, Armel, tu parles du tuteur. On est bien Pardon, d'accord. alors pardon, tout à fait, quand je dis référent, c'est le tuteur qui est le référent, exactement, Ça tuteur. marche, merci. Concernant l'agrément, est-ce que l'agrément de l'OGEC est cumulable avec celui de la FNOGEC? Peux-tu nous redonner quelques précisions? Alors, la FNOGEC détient l'agrément collectif du service civique. Ça veut dire qu'en fait, cet agrément est mis à disposition et bénéficie à l'ensemble des établissements scolaires. On l'a dit tout à l'heure, agricole, enseignement général et même supérieur. Avec cet agrément collectif, en fait, vous n'avez pas les démarches à faire, vous, OGEC, pour détenir votre agrément. Et il y a des consignes très strictes qui sont suivies, c'est qu'il n'y a pas d'agrément individuel délivré aux OGEC, compte tenu qu'il y a un agrément collectif. Il y a des trous dans la raquette. Il y a certains établissements qui arrivent quand même à obtenir, certains OGEC qui arrivent à obtenir leur agrément. Et pour répondre à la question, si vous avez un ancien agrément à votre nom qui court et que vous voulez en plus bénéficier de l'agrément de la FNOGEC, comment dirais-je, c'est pas l'idéal. C'est-à-dire que on va pas comprendre qu'il y a un jeune qui est géré avec un agrément propre à votre nom et puis un agrément FNOGEC. D'autant plus que pour les formations, par exemple, les formations sont organisées par notre partenaire choisi par la FNOGEC, le CNEAP et le SGEC. On est tous d'accord, c'est le même partenaire, c'est la même formation, c'est le même programme, les mêmes conditions de délivrance qui sont délivrées à l'ensemble de nos volontaires en service civique. Et là, vous allez avoir un petit jeune sur le côté, du coup, qu'on ne pourra pas intégrer à nos formations. Il va aller se faire former par des associations de quartier. Donc, tout ça, c'est du panachage et de qu'il faut éviter par manque de cohérence. Voilà. Donc, je vous invite à abandonner votre agrément de service civique à votre nom et de vous raccrocher à l'agrément de service civique collectif de la FNOGEC. Merci Armel. Tant qu'on était sur les formations, une demande de précision sur les formations premiers secours. Est-ce qu'elles sont de type PSC1 ou SST? Et alors, nous proposons des formations PSC1. On demande à nos partenaires de l'UXEL, donc les comités de région, d'assurer les formations. C'est votre UDOGEC, UROGEC gestionnaire qui se charge de contacter l'UXEL pour mettre en œuvre des formations pour vos jeunes. Si votre jeune est déjà titulaire d'un PSC1 qui date de moins de 2 ans, il ne repassera pas le PSC1 au cours de sa mission de service civique. S'il est titulaire d'un diplôme SST encore en vigueur, ça équivaut puisque le SST est supérieur au PSC1. Une question éventuellement pour vous, Monsieur Vandenberg. On nous demande des précisions sur l'organisation d'un emploi du temps en volontaire autour du sport et de l'animation. Est-ce que vous pouvez nous apporter un petit éclairage? Sinon, Armel ou Stéphanie y reviendront. En attendant la reconnexion de Monsieur Vandenberg. Donc, un emploi du temps pour le sport, en fait, bon, d'abord, c'est une collaboration avec le professeur de sport. Même notre jeune, s'il est diplômé STAPS ou autre diplôme, il n'est pas du tout habilité à encadrer une activité sportive. Attention. Donc, en fait, il va mettre en place des découvertes de sport pendant les temps périscolaires, pendant l'heure du déjeuner. Et là, c'est les Jeux Olympiques. Donc, par exemple, pour l'année prochaine, 2024-2025, il y a encore matière à mettre en œuvre la thématique du sport avec la dimension Jeux Olympiques, la dimension mondiale du sport, les valeurs de la solidarité. Donc, c'est pas juste faire du sport dans la cour de récréation,
On peut y apporter une dimension un peu plus culturelle, des valeurs de solidarité, d'entraide pour les élèves qui sont le plus en difficulté. Voilà ce que je pourrais dire de ce que j'ai pu voir mis en œuvre dans les établissements. Une demande de précision sur la pause méridienne. Est-ce qu'il y a des horaires fixes ou est-ce qu'on aménage en fonction de l'établissement? L'établissement fait ce qu'il veut. Il aménage l'emploi du temps du jeune. Bien évidemment, notre jeune a une pause déjeuner, hein, bien évidemment, qui ne compte pas dans son temps hebdomadaire, hein, évidemment. Et donc, vraiment, il y a pas de contrainte par rapport à ça. Vous gérez, vous organisez votre temps de mission avec votre jeune comme vous l'entendez. Une remarque également, 24 heures minimum, ça semble élevé comme temps d'occupation. 24 heures minimum, c'est quoi? C'est par exemple 4 fois 6, 24, 4 jours, 6 heures par jour. Alors, il y a des missions où vous allez dire, mais non, j'ai rien à lui donner à faire. Bah, votre projet n'est pas adapté. En fait, voilà, étoffez-le davantage, renoncez à votre projet. En fait, c'est le minimum. Si vous avez un vrai projet construit avec un vrai objectif, il y a des choses à faire. Donc, peut-être creuser le sujet, explorer des sujets périphériques pour le faire tenir dans un minimum de 24 heures, parce que là, c'est le cadre légal. Alors après, quand c'est 5 jours par semaine, bah 24 heures, bon, ça fait des journées plus courtes. Mais attention, notre jeune aussi, il peut être en classe avec le professeur toute la journée, ou il peut se promener de classe en classe, en fait, en fonction de l'emploi du temps. Voilà, donc c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. Vous occupez votre jeune, pas à faire n'importe quoi, pardonnez-moi, quand il n'a rien à faire, hein. Donc, vraiment, faut pas lui faire faire des tâches qui ne sont pas dans sa mission. Et il y a vraiment des choses à faire. Voilà, il se déplace de classe en classe, il est là sur le temps, la pause déjeuner, il est là après les cours. 24 heures, voilà, il y a matière, vous pouvez faire des choses. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de ce webinaire. Il reste peut-être quelques questions anecdotiques auxquelles on pourra répondre en vous communiquant également le support de communication. Donc, vous pourrez accéder à l'ensemble des slides que vous avez vus, des informations, ainsi que le détail des permissions, le lien vers les vidéos, etc. En tout cas, on vous remercie très sincèrement d'avoir participé à ce webinaire. Donc, rendez-vous le 31 janvier pour la deuxième partie, là, vraiment pour passer à l'action et préparer votre dépôt de demande d'accueil. Merci encore, Monsieur Vandenberg, de vous être libéré. C'est toujours très éclairant d'avoir voilà, un témoignage in vivo. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à mes collègues, Michael, Armel. On vous souhaite une excellente journée. Donc, on partagera le support très prochainement et l'enregistrement de la vidéo. Merci beaucoup, effectivement, d'avoir répondu présent. On espère que vous avez été séduits et que vous allez vous lancer, étant entendu que mi-janvier, nous lançons la campagne 2024-2025. Donc, à vos marques, préparez-vous, voilà. Et puis, on espère vous retrouver en 2024. Ce qu'on a pu vous dire, tout ça, le montage des projets, vous l'avez compris, c'est pour la rentrée 2024. Merci encore, Monsieur Vandenberg, pour votre témoignage. Au revoir à tous.